Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers, mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est Médéric Gasquet-Cyrus. Maître de conférences en sociolinguistique à l'université Aix-Marseille, il est également chroniqueur sur France Bleu et auteur d'ouvrages tels que Le Marseillais pour les nuls ou Dites-le en marseillais. Vous l'aurez compris, Médéric est un spécialiste du parler marseillais, un fin connaisseur, et ce fut un plaisir d'échanger avec lui. J'ai vraiment appris plein de choses, au calme, avec des gains autour, sans why, les minots tranquilles à la maison. C'était vraiment tarpin bien. Bonne écoute. Médéric, bonjour. Salut. Je suis ravie de te recevoir dans Cité Radieuse pour un épisode un peu spécial. En effet, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les expressions typiquement marseillaises, les mots dont tu prends plaisir à expliciter l'origine et le sens depuis des années maintenant, dans des chroniques radio et des livres et de par ton métier, évidemment. Alors pour commencer, Médéric, si je te dis Marseille, qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit ? Il y a tellement de choses, c'est tellement une ville qui me surprend toujours, c'est-à-dire que voilà, tu sors, tu vas à un coin de rue et il se passe toujours quelque chose. En fait, je dis pas plus tard qu'aujourd'hui mon fils, je dis mais il y a trop d'aventures à raconter à chaque coin de rue parce que t'as quelqu'un habillé de manière spéciale, t'as quelqu'un qui gueule, t'as un truc bizarre, t'as quelqu'un à contresens et en fait, voilà, cette ville, elle arrête pas d'inventer des histoires, d'inventer des trucs. Il se passe des choses. Tu peux pas t'ennuyer à Marseille. Tu peux pas dire je m'emboucane, il se passe rien, quoi. Il se passe toujours quelque chose, en bien, heureusement, et des fois en mal, parce que cette ville, voilà, d'autres l'ont dit 1000 fois, elle agace comme on peut l'adorer, quoi. Mais voilà, ça, je suis étonné toujours de cet éternel recommencement, tu vois, de cette ville qui n'en finit pas de se réinventer, quoi, avec des histoires pas possibles. Tu l'as jamais quitté, Marseille ? Moi, alors quand j'étais minot, mes parents ont un peu déménagé, mais pas très très loin, tout ça. Et puis non, moi j'ai toujours été à Marseille ou tout au bord. Maintenant, je suis un peu légèrement à l'extérieur. Je la surplombe un peu à quelques kilomètres de là. C'est plus pratique. Bon, moi la fac est à Aix, donc c'est plus pratique d'être entre les deux. Mais non, voilà, cette ville, non, je peux pas la quitter. Et puis si on me dit, est-ce que tu aimes vivre ailleurs ? Ouais, quelques mois. Je veux bien aller en Australie, au Canada, quelques mois volontiers. Mais quitter Marseille, mais je pourrais pas. Je serais malade de quitter ces lumières, ces couleurs, ces gens, se parler, cette folie. Oh non, c'est trop bien. Alors là, entre quelques phrases, on est direct dans le vif du sujet. Voilà, Tu as dit on s'emboucane. Ouais. Voilà, tu as dit minot. Ouais. Donc voilà, des mots typiquement marseillais pour celles et ceux qui nous écoutent. On va y revenir évidemment longuement. Avant de commencer, je voulais savoir d'où te venait cette passion pour la langue et ses subtilités, et quand as-tu eu le déclic d'entreprendre des études de linguistique ? Alors en fait, j'ai toujours aimé les livres, les mots, ça, depuis minot. Dans ma tête, je comptais pas les moutons quand j'étais dans le lit, mais je comptais les lettres des mots. Ah oui. Donc je peux animer vos soirées. S'il y a besoin un jour, en fin de soirée, vous me dites un mot courant, je vous dis instantanément le nombre de lettres. C'est pas de l'autisme, c'est juste que je jongle, tu vois, micro 5 lettres, ordinateur 10, voilà, ouais. Téléviseur 10, voilà. Ça m'amuse de faire ça, de jouer, de jongler avec les mots, les sens, les sonorités. Et donc j'ai fait des études de lettres modernes à la fac, parce que je voulais travailler au milieu des livres, mais je voulais pas forcément être prof. Je voulais, voilà, on m'aurait dit bibliothécaire, libraire, tout ça, je savais pas. Je voulais être dans ce domaine-là. Et puis j'ai rencontré un prof de linguistique un peu fou, mais vraiment fou, passionnant, et il faisait faire des enquêtes sur le terrain aux étudiants sur Marseille. Et je me suis rendu compte que la linguistique était pour moi un truc super chiant où tu découpes des mots, des phonèmes, des trucs un peu, c'était l'équivalent de la grammaire scolaire, c'est-à-dire une torture terrible. C'est pas du tout ça, ça peut être l'étude de ce que les gens parlent vraiment. Donc du coup, on a fait ça, je me suis intéressé à ma ville à travers son parler, ses langues, et je me suis dit, ah ouais, mais il y a un super patrimoine. Et le parler marseillais, ben, je me suis rendu compte que dans ma famille, on le parlait, on le pratiquait, que ce soit grands-parents, parents, oncles, etc. Et puis après, les amis, tout ça. Et je dis, bah tiens, je vais travailler sur ça. Donc en fait, j'ai toujours baigné là-dedans, mais je m'étais jamais posé la question. Et donc c'est l'université qui m'a dit, mais regarde, l'exotisme, entre guillemets, il est chez toi, il est là. Donc voilà, c'est vraiment ce déclic qui s'est passé entre la licence et le master à l'époque. Voilà, c'est ça. D'accord. Et en fait, tes études se sont déroulées comment en fait ? Tu voulais enseigner ou tout de suite tu as voulu
projeté dans... C'est quoi? C'est de la recherche? Comment on Ouais, dit en fait, quand moi, on travaille sur la langue? Ouais, moi je suis enseignant-chercheur, donc maître de conférence, donc je donne des cours de linguistique alors qu'ils n'ont rien à voir avec le marseillais. Des fois, des gens qui disent, mais vous apprenez le marseillais à la fac? Je dis, non, il n'y a pas encore de chaire de marseillologie à la fac. Mais il faudrait y penser. Il faudrait y penser. De temps en temps, je glisse un petit mot comme ça, si tu veux, un dégât, un fada, tout ça. Et je vois des étudiants asiatiques avec leur traducteur automatique, je leur dis non, cherchez pas, vous le trouverez pas, celui-là, je vous explique. Voilà. Mais donc je donne des cours de phonétique, de sociolinguistique, de langues en contact, bon, qui n'ont pas de rapport direct avec ça. Il y a un peu de ça quand même dans mes recherches sur les dictionnaires marseillais, sur les mots. Puis après, moi, j'ai plus voulu ça en faire de la vulgarisation. La radio, les livres, les conférences, parce que j'aime bien partager ça. Donc ça se fait un peu en milieu universitaire, mais je fais beaucoup ça aussi de manière extra, parce qu'il faut pas que ça reste dans les murs de l'université. Voilà, donc j'ai pas tout le temps voulu être prof, j'ai tout le temps voulu travailler avec les livres, les mots. Donc c'est parfait pour moi comme boulot. Ok. Donc là, tu évoquais tes chroniques radio, mais également les livres, donc le Marseillais pour les nuls, ou dites-le en marseillais, x2. Ouais. En marseillais, j'insiste là-dessus, tu qualifies le marseillais de parler et non pas de langue, évidemment, avec ses règles, ses accents chantants. Quand tu écris un dictionnaire, par exemple, ou un de ces livres, tu te documentes auprès de qui? Est-ce que c'est les gens directement qui t'inspirent? Beaucoup, ouais. Ta famille, tu le disais depuis petit? Oui. Ouais, moi je tends l'oreille. J'ai toujours de quoi noter. Alors avant c'était un crayon, maintenant sur les téléphones on peut noter des trucs. Donc voilà, j'ai toujours l'oreille tendue, l'œil pour voir des trucs écrits sur les murs, parce qu'en plus, tu dis parler, c'est vrai que on l'appelle encore le parler marseillais, c'est à juste titre, mais en fait il s'écrit depuis le départ. C'est-à-dire que les premières traces de parler marseillais qu'on a, c'est avant les enregistrements, c'est dans les textes, notamment des écrivains et des journalistes du 19e siècle. Donc en fait il s'écrit aussi, mais on pourra y revenir, c'est pas une langue, c'est-à-dire que pour moi c'est du français. Et c'est un peu le point auquel je tiens pour dire c'est la langue française. La langue française, c'est aussi du marseillais. Voilà, on peut pas en faire un truc totalement marginal. Mais effectivement, je me documente, enfin j'écoute. Et ce qui m'intéresse, ce sont les usages. Comment tel mot est employé dans telle circonstance à tel moment, plus que l'origine. L'origine, c'est intéressant aussi. Et après, alors j'ai tous les livres possibles, imaginables sur le parler marseillais. Il faut savoir que on est la variété de parler en France qui a le plus de documentation. C'est-à-dire qu'il y a plus de 30 dictionnaires, lexiques, glossaires sur le parler marseillais, je parle même pas du parler provençal autour. Voilà, donc c'est énorme. Il y a pour Toulouse par exemple qui a un parler très fort, il y en a 4-5, il y en a un peu en Bretagne, voilà, mais nous c'est très très fort quoi. Donc j'ai tout ça, j'ai les dictionnaires de provençal, il y a internet, donc voilà, j'adore après aller creuser, chercher l'histoire de tout ça, ouais. Donc en fait le parler marseillais, il se transmet depuis de génération en génération, c'est l'usage en fait qui fait que la transmission se fait. C'est ça, et voilà, moi je suis pas inquiet quand les gens disent souvent ah, ben vos chroniques, c'est bien parce que vous défendez notre identité, notre parler qui se perd. Ou alors, vous me rappelez le parler de nos grands-mères. Quand j'ai dirigé le dictionnaire du Marseillais avec l'Académie de Marseille, qui est sorti en 2006, au départ, les académiciens voulaient appeler ça le parler de nos grands-mères. J'aurais dit, mais attendez, vous avez le mot minot, peu cher, fada, déguin, mais ça s'emploie encore. C'est un parler vivant, quoi. Et donc, moi, je suis pas inquiet parce que j'entends, mais tout le temps, des jeunes adultes, des gens de différents milieux l'utiliser. Donc, j'ai pas de problème avec ce parler, effectivement, qui se transmet, qui se renouvelle, et ça c'est assez unique. Donc il y a une filiation comme ça qui se fait assez naturellement depuis le 19e. Alors justement, c'était ma question suivante et tu as en partie répondu, parce que je voulais savoir si ce parler faisait l'identité de Marseille aujourd'hui. Ce qui est important, c'est dans le aujourd'hui. C'est le cas, et en plus tu dis qu'elle se renouvelle. Oui, qu'il se renouvelle. Alors par exemple, les mots nouveaux, c'est rare. C'est-à-dire qu'un parler, surtout comme le parler marseillais qui est très fort, il a un socle très, je veux dire, conservateur, très dur. C'est-à-dire que déguin, peu cher, filade, minot, moulon, ouaille, tout ça, c'est des mots qui sont là depuis des décennies, qui font partie, je veux dire, du stock que tout le monde doit utiliser au bout de quelques semaines de présence à Marseille. Tu peux pas vivre à Marseille, tu sais pas ce que c'est que le Y, parce que tu vas te prendre le Y ou sur Michelet ou sur le Jarret ou sur l'autoroute ou au stade, tu vas avoir le Y. Et on va quand même le traduire parce qu'il n'y a pas que des Marseillais, Bien des Marseillais sûr, qui et nous c'est pas écoutent. grave de ne pas être Marseillais, et par contre il faut le devenir après. Alors le Y, c'est le désordre, qui peut être un vrai bordel, c'est-à-dire le désordre. Alors c'est un mot qui vient du napolitain Y, qui veut dire le désordre au sens de bordel, le désordre donc sur l'autoroute, les bouchons, dans la rue, etc. Mais on en a fait aussi un terme positif. C'est-à-dire qu'il y a le bon Y, comme il y a le mauvais chasseur et les bons chasseurs, il y a le mauvais Y et le bon Y. C'est-à-dire tu dis au stade, putain, il y avait le Y, on a mis le Y, ou en soirée on a mis le Y. C'est-à-dire que on a mis le bordel, mais on a mis l'ambiance, quoi. C'était cool, quoi. Donc voilà, il y a ce stock de mots courants.
Et puis, de temps en temps, il y a des mots qui émergent. L'un des plus fascinants, c'est tarpin. Tarpin, il y a 20 ans, quand je faisais une conférence, que je disais, voilà, est-ce que vous connaissez tarpin? Il n'y avait personne, parce que alors, j'ai souvent en face de moi des gens qui sont adultes ou retraités, hein. Donc, il n'y a pas grand monde qui connaissait. Et puis, petit à petit, j'ai vu des gens qui disaient, oui, mon petit-fils le dit, ma petite fille l'a dit, ou alors, voilà. Et maintenant, j'ai au moins la moitié de la salle qui le connaît, parce que tout le monde le dit, parce que tous les jeunes le disent. Les jeunes adultes, tarpin, ça veut dire beaucoup. Hein, par exemple, j'espère que ce podcast est tarpin bien, voilà. Est-ce que c'est super bien? Il y avait tarpin de monde sur le Vieux-Port, voilà. Alors, pourquoi j'ai en tête que c'est bordelais? C'est vraiment marseillais, tarpin? Ouais. Alors ça fait partie, alors, bordelais, c'est gavé. C'est ça, tu as raison, voilà, c'est gavé, on a toute bien une sûr. série. Bah oui. Il y a taille 2, c'est Montpellier-Rennes, je crois. Voilà, chaque ville, en fait, a son truc. Et bordelais, ouais, c'est gavé. C'est gavé bien, ouais, t'as raison. Ouais. Et ce mot est devenu, en fait, emblématique. C'est-à-dire que maintenant, si on prend les 10 mots marseillais les plus emblématiques, il va y être, alors qu'il a 20 ans d'usage. On va dire peut-être qu'il est né il y a 30 ans, mais en gros, il est utilisé par tout le monde depuis moins de 20 ans. Et donc, c'est très fort qu'un mot nouveau devienne emblématique d'un parler si fort. Ça veut dire qu'il se renouvelle et qu'il met en avant des mots de nouvelle génération. Ça, c'est très fort. Ça veut dire que ces jeunes se sont appropriés et ont marqué ce parler de leur empreinte. Alors, d'où ça vient, tarpin? Je sais pas. Si je trouve l'origine, j'arrête tout, je finis ma carrière parce que ce sera le sommet. Non, c'est dur parce que personne n'était là, en gros, quand le mot est né, et c'est toujours compliqué. Et en fait, aucune piste n'est satisfaisante parce qu'il faut une piste phonétique et une piste du sens. Et rien ne marche, tarpé, tout ça. Il y a rien qui marche. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. C'est pas grave. Non, je cherche. Tu cherches encore. Ouais. C'est bien, il y a de l'espoir. Ouais. Alors, on a dit qu'il fallait qu'on ait un petit kit. Hein, quand on arrive à Marseille, on a parlé de tarpin. Minot, ouais. Les enfants. Ouais, alors ça c'est connu maintenant en France, je pense. Alors peu cher, ça c'est important parce que souvent les gens ne l'emploient pas à bon escient. Souvent les gens de l'extérieur pensent que peu cher c'est une sorte d'interjection pour dire oh là là, oh peu cher. Non, peu cher quand on l'emploie c'est vraiment que quelqu'un nous fait de la peine. On va dire oh là peu cher, regarde celle-là elle a pas de sous, là peu cher il s'est fait mal. Donc c'est vraiment un terme très tendre. Moi, j'aime beaucoup ce terme-là. Au départ, ça désigne le pêcheur en provençal, pas le pescadou qui pêche au bord de mer, mais le pêcheur, celui qui a commis un péché, et donc qui est accablé d'une sorte de punition divine. Voilà, donc le pêcheur, on s'apitoie sur son sort. Et j'aime beaucoup ce terme-là parce qu'il montre une forme d'empathie. Voilà, pêcheur, là, alors on peut l'employer pour se moquer aussi. Oh là là, pêcheur, tu me fais de la peine. Mais voilà, c'est pas du tout une interjection comme oh là là. C'est un terme très précis. Dégain. Alors, dégain, c'est l'incontournable. Et on a des dizaines de récits comme ça de personnes qui arrivent et qui disent, au bout d'un moment, mais qui c'est ce dégain qui est partout? Parce que j'entends dire, il y a dégain ici, dégain par là, etc. Et donc, on croit que dégain est une personne. Or, dégain, c'est personne. Ça vient tout simplement du provençal dégun, qui veut dire personne, comme on a nessuno en italien, ningun en espagnol. Voilà, donc ça veut dire personne. C'est un pronom impersonnel, et en fait on l'emploie mais sans faire attention. Quand on l'emploie, il y a Dégain qui est venu, voilà, je vois jamais Dégain, voilà, donc ça c'est un terme incontournable qui permet en fait d'entrer vraiment dans le parler marseillais, quoi, parce que si vous connaissez pas Dégain, vous allez avoir plein de quiproquos. Une fois que vous avez compris, vous allez dire ah oui d'accord. Puis il y a des dérivés après. J'ai reçu une invitée qui m'a dit dans son expression favorite, il y a Dégain et le chien à Philippe. Ça te parle ça? Oui. Moi, je l'avais jamais entendu. Le petit chien à Philippe, ouais. Alors, souvent, on l'emploie aussi sous une autre forme. Quand quelqu'un se plaint, ma grand-mère disait ça. Elle disait, ah ouais, il y a que toi et le petit chien à Philippe. Ça veut dire, il y a pas que toi qui te plains, quoi. Exactement. Et c'est ça. On aurait tendance à le prendre à l'envers. Il y a personne. Il y a des gars et le chien à Philippe, il y a personne. Et en fait, ça veut dire que tout le monde est dans le même cas. Ouais, c'est ça. Alors, je sais absolument pas d'où ça vient non plus. Non, quel Philippe, tout ça, quel chien. Pourquoi à Philippe aussi? Pourquoi à Philippe et pas de Philippe, à Philippe? Mais là, il y a beaucoup trop de questions pour ça. Dégain, Minot, tarpin, peu cher. L'Ouaille, on l'a dit. Fada. On l'a dit. Fada, c'est un incontournable. Fada, donc c'est fou, mais ça peut être positif aussi. Vous dites Fada, mais c'est trop bon. Fada, alors Fada, on peut l'employer en interjection. Oh là, Fada, comme il y a du monde, Fada, comme c'est bon, voilà. Donc ça, c'est un terme très utile. Qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi? De longue pour dire sans arrêt, oh là là, mais de longue, tu me saoules. De longue, l'autoroute est bouchée. Et de longue, il y a des problèmes à l'OM, voilà, ça veut dire sans cesse, tout le temps. Ouais, voilà. Il y a ce qui peut provoquer des quiproquos, c'est arrivé à certains de mes amis, c'est le ça va qu'on emploie alors que la personne nous a pas du tout posé la question, savoir comment ça allait. Le ça va, pour le coup, sert parfois de ponctuation aussi, oui. ou de... Et je m'en suis rendu compte tardivement, celui-là, parce que j'étais au téléphone avec une collègue prof qui est pas du tout de la région, qui me parlait comme ça au téléphone, et puis moi, je lui dis, ouais, allez, ça va. Et d'un coup, elle se dit, mais pourquoi tu me dis ça va sans arrêt? Mais pour moi, ce n'était pas un truc local. Je faisais pas attention à ça.
Et donc, je dis, ça va. Et d'un coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça n'a aucun rapport avec la santé, etc. Et que c'est effectivement un ponctuateur de discours. Un peu comme un hockey. Ouais, c'est un hockey. Ça va. Et c'est pour dire, on arrête, j'ai compris, ça va, c'est bon, allez, je vais raccrocher, tout ça. Et effectivement, maintenant, je me rends compte de plus en plus que des gens, pareil, découvrent comme moi, parce qu'en fait, c'est deux mots français. Quand on dit dégain, tout ça, on sent bien que c'est un mot différent, parce qu'il sonne provençal ou autre, mais le ça va, ce sont deux mots français, mais là, on est dans quelque chose d'intéressant, c'est l'usage spécial de la langue française à Marseille. Donc là, pour donner un exemple, on peut dire je te donne rendez-vous à 15h tout à l'heure, ça va. Allez, ça va. Et là, quelqu'un qui connaît pas se demande pourquoi. Ouais. D'un coup, ce ça va. Mais celui-là, il m'étonne toujours. C'est-à-dire que pour moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi on dit ça et pourquoi c'est bizarre. Parce que pour moi, c'est tellement naturel, celui-là, que je sais pas comment je pourrais dire autrement, en fait. Voilà, je suis vraiment bloqué. Il est très ancré, celui-là. Le hockey, il te vient pas. Non. Est-ce que ce dont on parle, là, justement, le ça va, est-ce qu'on peut associer ça à la glottophagie, qui consiste à manger une langue étrangère, en fait, à faire que la langue qu'on utilise soit inspirée de mots français? Est-ce que, par exemple, le parler marseillais utilise parfois des mots français oui, et devient le parler marseillais? Est-ce que ça rentre là dans cette catégorie, le ça va? C'est pas de la glottophagie, c'est de l'appropriation, c'est de l'évolution sémantique, c'est-à-dire c'est le sens. Par exemple, ballon, quand on va jouer au ballon, ici, c'est le foot. J'ai mené mon minot au ballon, ça veut dire que je l'ai mené à son match de foot. Et c'est pas un ballon de rugby, pas un ballon de hand. Quand tu dis blond, blond. Le mec, il peut être chauve, brun, tout ce que tu veux, cheveux blancs, mais voilà. Donc, ça, c'est l'utilisation, effectivement, d'un mot déjà là dans le stock français avec un sens particulier. Et ça, on le fait, effectivement, souvent aussi. Et on a des explications pour ça? D'où ça sort ce blond, ce ballon? Alors, le ballon, c'est la culture du foot très, très présente à Marseille, j'imagine. Blond, je sais pas. Peut-être parce que, là, je fais une hypothèse, c'est la première fois que je réfléchis, mais à Marseille, il y a beaucoup de gens bruns. Les Méditerranéens, quelles que soient les origines, c'est brun. Donc, blond, quand tu dis blond, tu signales quelqu'un qui est un peu exotique. Oh, blond. Tu vois? De la même façon qu'on a beaucoup de termes à Marseille pour désigner quelqu'un de maigre et pas de gros. Pourquoi? Parce que dans la culture méditerranéenne, en fait, on est dans une culture où on aime bien manger, ou quelqu'un de bien portant, etc., c'est plutôt bien, et on se moque un peu, mais ça c'est depuis longtemps, et c'est un peu chez les Arabes, peut-être les Arméniens, on se moque un peu de ceux qui sont maigres. Donc on a plein d'expressions pour dire celui-là comme il est maigre, mais on en a très peu pour dire qu'il est gros, parce que finalement c'est courant. C'est courant. Ouais. On peut peut-être en citer quelques-unes, des expressions pour dire qu'il est maigre. Alors maigre comme un stockfish, ça c'est la morue séchée, le stockfish. Il y a une expression, on dit il est tellement maigre qu'on y voit la bonne mer à travers. Donc tu vois, il est tellement maigre qu'il est transparent. Après, tu as des mots comme fifi, mistouliné, sginch. Ça, sginch, c'est plus récent pour dire étriqué, quoi. Tu en as plein, tu en as au moins une dizaine pour dire que quelqu'un est maigre. Donc c'est drôle d'avoir cette explication. Pour exprimer la colère, il y en a plein aussi. Alors, on est angazé quand on est énervé, en colère. Donc, l'angaz, ça vient de l'italien, incazzarsi, ça veut dire, dedans, on va retrouver le mot cazzo. Le cazzo, qui est le gazzo, qui est le sexe masculin. Donc, en gros, on a les machins à l'envers, quelque part, si je dis. Voilà. Donc, s'angazzer, c'est être vraiment très énervé. On peut aussi s'encagner. Alors, s'encagner, c'est une nuance, c'est je m'énerve, mais je m'entête. Par exemple, t'arrives pas à finir un truc, tu m'en fous, je continue, je m'encagne. Donc, ça veut dire que ce soit un jeu vidéo, un travail, un fichier ou je sais pas quoi, tu t'encagnes, tant pis, j'y arriverai, je lâche pas, voilà. Ouais. Donc, il y a ça. Après, tu marronnes, bon, ça, c'est méditerranéen, pied noir marronné, c'est je râle, arrête de marronner. Marronner, je pense qu'on peut le mettre dans le kit des 10 mots, des 10 indispensables quand on débarque à Marseille. Oui, marronne pas, arrête de marronner. On le dit très très souvent. J'ai posé des petites questions à celles et ceux qui me suivent sur Cité Radieuse, du coup, sur les expressions et les petits mots dont ils n'ont pas forcément connaissance du sens ou de l'origine. Alors, j'ai eu pas mal de dégains, j'ai eu pas mal de cagoles. Bon, on va forcément en parler à un moment donné de la cagole. J'ai eu yafilade au quartier. Filade, qu'est-ce que c'est yafilade? Alors, filade, c'est la bagarre, ça vient du verbe se filer. En fait, c'est se filer des coups, mais nous, on se file tout court. Ça, c'est aussi un usage du français avec une adaptation de la grammaire. Donc, on file pas des coups, on se file. Donc, ça devient un verbe pronominal. Et donc, filade au quartier. Alors, filade, souvent, quand il y a bagarre, les gens disent « Oh, filade !» Ça veut dire, il y a une bagarre, venez regarder, venez, on assiste à ça. Et donc, filade au quartier, ça, c'est pour dire, dans mon quartier, c'est chaud, c'est tendu. Mais souvent, on employait ça à l'école aussi, à la sortie de l'école, dans la cour. On criait « Filade !» Ça veut dire que deux minots se battaient, donc il y avait un attroupement, le moulon, tout le monde s'attroupe, et on regarde les gens se filer.
Et puis là, dire oulon, Ouais. ça y est, on est parti. Le quartier, c'est hyper important à Marseille. On vient d'un quartier. Oui, ça c'est très important. Moi-même, quand tu me dis les arrondissements, alors je connais le mien, je connais le 8e, mais si tu me dis j'habite dans le 7e, je sais pas où c'est le 7e. Mais si tu me dis Saint-Henri, Sainte-Anne, si tu me dis Saint-Tron, si tu me dis La Rose, je sais où c'est. Parce que Marseille a été constituée par une agglomération de quartiers, on le sait, qui sont d'anciens villages en fait. Et aujourd'hui encore, cette notion de quartier est très forte. Dans les petites annonces immobilières, souvent on va te donner le quartier plus qu'à l'arrondissement. Alors qu'à Paris, on te parle par arrondissement et que ça parle à tout le monde. Quand on se dit, oh, je suis dans le 6e, mais je sais pas, moi, c'est quoi ton quartier, tu vois? Donc oui, l'ancrage au quartier est très très fort. Quartier, cité, c'est très fort, ouais. Alors, on m'a proposé aussi, là, je pense qu'il y a 2 mots qui vont ressortir. Grimpe sur mon vélo, Nine, je vais te chaler. Oui. Alors, chaler, ça, c'est un verbe qui vient du provençal. Et là aussi, ça fait partie des incontournables parce que je sais même pas comment le traduire autrement parce que viens, je te transporte sur mon porte-bagages, mais tu dis ça, t'étais déjà arrivé, tu vois, c'est trop long, quoi. Donc, chaler au moins, hop. Et oui, je te chale, viens, tu grimpes sur le porte-bagages à l'arrière du vélo. Ouais, ça, c'est un terme très courant et que les jeunes emploient là aussi. Alors, c'est intéressant parce que c'est pas du tout identitaire. C'est-à-dire, quand tu dis, je craigne des gueux, je suis fada, tout ça, à la limite, tu peux faire en sorte de faire ressortir ce mot pour en faire un mot ostentatoire, tu vois, de ton identité. Mais quand tu dis, t'avais, je vais te chaler, en fait, c'est un parler tout à fait naturel. Tu vois, tu vas pas dire, oh, ici, on se chale. Non, mais il y a pas d'autre mot. C'est comme le spigao, tu sais, Oui. je sais même pas le nom. Si, je sais le nom. Ça s'appelle. Ceux qui ont des chiens sont très au courant en général parce qu'on a plein de problèmes avec les spigaos dans les oreilles. C'est ça, le petit épi de mauvais blé là, qui pousse un peu partout, qui grimpe, que les minots s'envoient dessus en guise de fléchette. Bon voilà, je sais pas comment le dire autrement. Si, parce que j'ai regardé dans des livres, mais c'est l'orge des rats ou alors c'est un Ordeum Murenaum, je sais pas, c'est un nom latin, mais c'est le spigao. On va rester sur le spigao. Ouais. Et dans la phrase, il y avait Nine. Cette interjection, c'est quoi ça, Nine? Nine, alors c'est la petite un peu. C'est la fille petite, ouais, c'est ça. On retrouve la niña espagnole, quoi. C'est la fille. Et donc Nine, c'est souvent employé comme terme général pour dire, je vais dire blonde, fille, voilà. Ça peut être très très tendre parce que c'est souvent les grands-parents qui disent ça à leur petite fille. Oh, Nine, viens là, ma Nine, viens me faire un bisou, ma Nine, ma Ninette. Voilà, donc ça, c'est un terme très affectueux aussi et qu'on emploie aussi adultes. Et à l'inverse, les enfants, comment les enfants appellent les grands-parents à Marseille? Est-ce qu'il y a des petits mots? Papé, mamé, ça se dit encore. Pépé, mémé, mamie, il n'y a pas de termes autres que papé, mamé qui sont des termes provençaux. Provençaux, ouais, c'est ça. Est-ce que les vagues d'immigration successives ont nourri, en fait, ce parler marseillais? Ouais, alors surtout les Italiens au tournant des 19e, 20e siècle. Là, il y a beaucoup de mots d'origine italienne qui sont arrivés par les piémontais, siciliens, napolitains qui étaient les principales immigrations italiennes. Tu as des exemples à nous donner? Piacampi, Santibelli, Basta, Ciao, qui a commencé par venir chez nous, puis après qui est devenu un terme courant, Ciao. Il y en a des dizaines comme ça. Langat, on en a parlé. Faire Scapavia, voilà, il y en a plusieurs dizaines. Ouais, voilà, c'est escaper, fuir. Il y en a des dizaines comme ça. Ensuite, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas eu beaucoup d'apports d'immigration après. C'est-à-dire que les Arméniens qui sont arrivés en nombre en 1915 n'ont pas apporté de mots, on va dire, dans le parler commun. Non plus les Espagnols en 36, pas les Portugais, pas les Vietnamiens arrivés nombreux, pas les Sénégalais, les Turcs, les Grecs. Non, parce que ce Marseille est assez conservateur aussi. Ceux qui ont apporté, c'est les rapatriés d'Afrique du Nord à partir de 62, donc les pieds noirs, qui eux ont amené des mots qui étaient déjà issus d'un contact entre le français, l'arabe, l'italien, l'espagnol et déjà le provençal, parce qu'il y avait beaucoup de provençaux qui sont allés en Afrique du Nord. Donc eux, ils ont ramené des mots comme les mantecao qui sont les gâteaux qui viennent d'Espagne, la coca, la mouna, la frita, tous ces trucs qu'on achète encore en boulangerie aujourd'hui, tu sais, les chaussons avec le poivron, tout ça, c'est les termes qui viennent de là-bas. Tout ce qui est une brêle, celui-là c'est une brêle, c'est un âne en fait, le brêle c'est un mulet en arabe. Brêle, c'est mulet en arabe? Ouais. Je savais pas. Et c'est pas la brêle, la moto, quoi. C'est une brêle, c'est un joueur de l'OM, c'est une brêle, ça vient de ça. C'est rare, ça, c'est rare qu'on puisse le dire. Ils sont tous très forts, tous au top. La tchatch, c'est un terme qui est maintenant national, qui est dans toute la francophonie, mais qui nous vient des pieds noirs. Là aussi, aouf, pour dire gratuit. Tu rentres quelque part à ouf dans une expo, hop, c'est aouf, c'est gratuit. Ça nous vient de l'italien via le pied noir, qui arrive. Donc eux, ils ont apporté beaucoup, et ils ont apporté des mots arabes avant qu'il y ait des migrations nord-africaines. C'est-à-dire que les Français d'Afrique du Nord ont ramené des mots comme miskin, zarma, parce qu'ils employaient ces mots-là. Et après, effectivement, quand il y a eu beaucoup d'Algériens, notamment de Kabyles, puis des Marocains, Tunisiens, etc.,
Il y a eu aussi quelques apports, pas beaucoup, mais un petit peu. Chez les jeunes, il y en a un petit peu, il y a quelques mots arabes qui circulent, pas beaucoup. Est-ce que le miskin peut s'apparente au peu cher? Exactement. Et c'est intéressant parce que, contrairement au mesquin français, parce que le mesquin français a été emprunté à l'arabe. Mais en français, mesquin, ça a pris un sens plus péjoratif. Quelqu'un de mesquin, c'est quelqu'un qui compte ses sous, etc. Alors que miskin, peu cher, c'est exactement le même sens. Tu plains vraiment la personne en face de toi. Hein, miskin, miskina, peu cher, peu cherette, le pauvre, quoi. Et en fait, en provençal, une mesquine, avec un O à la fin, si tu écris une mesquine, à quel chat est une mesquine, cette fille c'est une mesquine, ça veut dire que c'est une pauvre fille. En gros, elle te fait de la peine, et c'est pas du tout une mesquine au sens où elle est mesquine. Donc en fait, le provençal et le marseillais et l'arabe sont très proches, plus proches que le français. Zarma, on traduirait Zarma, comment? Ouais, soi-disant. Zarma, ouais, il m'a dit Zarma, je viens à 8h, mais en fait, soi-disant, ouais, voilà, il fait le beau Zarma, je suis bien habillé, tu vois, Zarma. Voilà, c'est genre, c'est une équivalent un peu de genre, tu vois. Et j'imagine que les jeunes d'aujourd'hui, qui ont cette double culture, triple parfois, réinventent sans cesse ce parler marseillais et continuent. Ouais, alors la difficulté, c'est que ça bouge beaucoup entre eux. Et quand moi j'ai plus l'âge d'aller les voir, les écouter, etc. Du coup, tu captes moins. Tu captes ce qui sort du groupe après, ce qui va rester. Il y a un mot comme rené qui vient vraisemblablement du gitan, mais c'est là aussi un peu flou. René, c'est un mot qui a apparu dans les années 90, qui veut dire ringard nul. Tes chaussures, elles sont rainées, ce match, il est rainé, tu vois. Alors, c'est pas de rapport avec les Bretons, les rennais, pas de rapport avec un verbe provençal, reiner, renaire, qui veut dire râler. Non, ça vient vraisemblablement du gitan, où on a des mots comme chayav pour manger, piyav, bouyav, poukav, tout ça. Bon. Et ce terme, il est courant depuis les années 90, peut-être un peu moins présent maintenant, même si on l'emploie encore. Voilà, donc ça, c'est un mot qui était parlé par les jeunes et qui est ensuite devenu plus large, quoi. Mais il n'y en a pas des tonnes non plus qui sortent après, qui restent. On t'écouterait parler pendant des heures. Mais moi aussi, je parlerais pendant des heures. C'est passionnant, mais c'est ça qui est génial. J'invite évidemment celles et ceux qui nous écoutent à t'écouter à la radio. Oui. Cette fois-ci. Donc, dis-nous quand. Alors, à quelle heure? Ça fait plus de 20 ans que je suis sur France Bleu Provence, donc c'est tous les matins à 7h45, 103.6. Ça s'appelle Dites-le en marseillais. Cette année, je suis aussi sur France Bleu Vaucluse à 7h25, donc voilà, je multiplie la parole. Vous pouvez retrouver sur Internet, sur le site, sur le Facebook de France Bleu Provence. On est maintenant filmé, donc on est sur France 3 Provence-Alpes, donc vous pouvez même voir nos têtes en studio en même temps. Et puis évidemment les livres. Ouais, alors il y a le Marseillais pour les nuls. Le Marseillais pour les nuls, effectivement, qui est un livre indispensable. Si vous arrivez dans la région que vous allez parler, vous n'allez pas marquer mal. Marquer mal, ça c'est un terme important aussi. C'est marquer mal, faire remarquer, voilà. Donc il faut connaître quelques mots. Ça c'est un super cadeau. Voilà, vous débarquez à Marseille, offrez le Marseillais pour les nuls. Oui. Voilà, c'est un indispensable pour pouvoir s'en sortir dans cette ville finalement. Ouais, tout à fait. C'est un minimum. Non, c'est un livre qui est fait comme ça, avec différentes rubriques pour vous orienter, comment on parle de cuisine, comment on engueule, comment on insulte au volant, c'est très important, parce qu'il faut savoir insulter au volant à Marseille. Parce que l'encatané, c'est pas un ensuqué, quoi. Ah voilà, comment j'ai pu ne pas en parler? Évidemment. Bah ouais. Alors, comment ça se passe? Parce que, alors, ça fonctionne au klaxon, pas mal, à Marseille, mais quand même, quand les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait un peu chaud. Ouais. C'est vrai que déjà on sait que le français en général, enfin l'être humain en général, dès qu'il est dans une voiture, il perd totalement ses repères. Totalement. L'homme notamment pense que la voiture est un développement de son phallus et que ça lui donne une puissance, surpuissance considérable. Donc la stupidité est totale. Mais les filles aussi dans les voitures à Marseille, parce qu'il est pas rare de voir une cagole te faire un tour d'honneur. Qu'est-ce qu'il y a toi, tu vois, parce qu'elle t'a grillé la priorité. Bref, donc il faut savoir. Parce que bien sûr c'est elle qui t'a grillé la priorité. Bien sûr, c'est elle, parce que mais elle voyait pas que je suis pressé. Pourquoi elle me coupe? Bien sûr. Et donc en fait ça se verbalise beaucoup. Et donc, tu as l'ensuqué, celui qui roule doucement, tu vois, ou le pacoulin, celui qui vient de la campagne et que tu vois sa plaque, putain, mais pourquoi tu viens juste aujourd'hui en ville? Tu as l'encatané qui te coupe la voix. Après, tu as t'as des insultes après qu'on va pas dire. Mais effectivement, c'est important de pouvoir extérioriser ça. Il y a un truc intéressant. Albert Londres a écrit en 1927 un récit sur Marseille, Porte du Sud. Et ce grand journaliste, donc, décrit à un moment donné une scène de circulation, donc, en 27, c'est-à-dire qu'il y avait encore des voitures avec des chevaux, hein, mais d'accord, il y avait peu d'automobiles, quoi. Et il dit, à Marseille, il y a une règle qui vaut sur toutes les autres, tout véhicule doit, par tous les moyens, dépasser celui qui le précède. C'est-à-dire qu'à l'époque, déjà, le Marseillais était fou dans la rue, en 27. C'est fou, mais comme quoi, c'est dans les gènes, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, les barjots en plein, quoi. Tu en as reparlé, je t'ai pas demandé cagole.
Oui, alors l'origine. On pense, alors là on n'est pas sûr, c'est dur les origines, mais on pense que ça vient de ces filles qui travaillaient dans les usines, les manufactures en fait, où elles emballaient, notamment des dattes, elles emballaient des produits, et qui portaient un long tablier qu'on appelait la cagole. Et donc, ces filles-là, qui vivaient de peu, se prostituaient en fin de mois, enfin, se prostituaient pour gagner des sous. Et donc, elles soulevaient leur cagole, donc voilà. Et donc, ça viendrait de là. C'est l'hypothèse qui est la plus partagée. Et donc, on s'en est beaucoup éloigné. Aujourd'hui, la cagole, c'est quand même plus, comment on pourrait dire? Ouais, j'ai une étudiante d'anthropologie qui vient de faire son master sur la cagole pour dire que c'est riche. En fait, au départ, c'est effectivement un terme très péjoratif qui désigne une prostituée. Et c'est vraiment comme ça qu'on l'a dans les textes d'André Suarez, de Pagnol, tout ça. Cagole, c'est très violent, très méchant. Quand Honorine dit à Fanny, va-t'en, petite cagole, elle la traite de petite pute. C'est vraiment pas rigolo, quoi. Après, par la suite, c'est devenu une fille vulgaire, une fille super vulgaire, qui se maquille trop, qui se met, alors c'est la mode des années 80, le fluo, le léopard, le truc comme ça. Mais par la suite, c'est devenu quelque chose de plus sympa, de plus presque féministe. Et la cagole, elle affirme un peu son identité. Elle dit, je fais ce que je veux, alors je m'habille comme je veux. Elle affirme quelque part sa liberté d'être femme comme elle l'entend. C'est devenu un peu un concept. Que sa tenue soit républicaine ou pas. Exactement. Voilà. Qu'on y voit l'embouligue, le nombril ou pas. Elle s'en fout, la cagole. Et en parlant de trop maquiller, j'avais une demande. Et on sait pas d'où ça vient. Donc, si quelqu'un nous écoute et connaît cette expression, on est preneur. C'est, elle a mis la campagne en boîte. Ça signifierait qu'une femme est beaucoup trop maquillée. Elle a mis la campagne en boîte. Voilà. Ouais, à chercher, on sait pas du tout. On a bien compris, Médéric, que Marseille, tu la vis, c'est ta ville, tu l'aimes. Moi, j'ai envie de savoir, au niveau culturel, ce qui t'a marqué ces dernières semaines. J'ai été attiré, comme tout le monde, par les Space Invaders qui étaient affichés sur nos murs. Et j'ai trouvé ça génial parce que, voilà, tu as vraiment de la pop culture qui arrive sur les murs de la ville et tu as la ville comme lieu d'exposition. Et comme cette ville, elle adore se mettre en scène, en fait, c'est une cagole, Marseille, c'est-à-dire qu'elle aime bien se montrer, quoi, et s'affirmer. Et j'ai trouvé ça génial parce que les gens, sur les réseaux sociaux, moi, sur Twitter, les gens voient la photo, j'en ai trouvé un là, j'en ai trouvé un là. Et donc, en fait, tu rends l'art attractif, encore plus parce que tu es acteur, tu participes, en fait, à la recherche, de cet art-là. Je trouve que c'est très sympa, que ça se fond bien dans ce paysage complètement destroy de la ville parce que, niveau architectural, Marseille, c'est un peu n'importe quoi. Et donc, je trouve que ça va très bien. Donc, ouais, j'ai bien aimé ça, cet été, de faire des photos, et de voir les gens s'enthousiasmer pour ça. J'ai trouvé que c'était très, très bien et que cette ville, elle a besoin, en fait, elle est très ouverte sur l'art, elle peut être ouverte sur tous les arts, mais il faut aller la chercher, et puis il faut pas hésiter à mêler ça à l'urbain, au quotidien, à cet esprit populaire aussi. C'est-à-dire qu'il faut le rendre accessible. Là, c'est parfait. Alors, pour finir, Médéric, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Si Marseille était une image? Alors, si Marseille était une image, il y en a plusieurs. Je prendrais l'image de Dubout, qui est qui illustrait les films de Pagnol. Donc, quand les gens embarquent sur la noce, sur les ferry-boîtes, et c'est surpeuplé, c'est-à-dire que ça déborde de tous les côtés, presque les gens tombent à l'eau. Et c'est un peu le bordel joyeux de Marseille. Moi, j'aime bien cette image-là. Si Marseille était une chanson? Une chanson de Massilia Sound System, que j'aime beaucoup, un groupe que j'aime beaucoup, et qui serait... Alors, il y en a tellement de Massilia que j'aimerais, mais Ma ville est malade. Ma ville tremble, ma ville est malade. Parce que c'est une chanson qui parle à la fois du côté multiculturel de la ville, la grande ville où je suis né, appelée Marseille par les Français, porte de l'Afrique dès l'Antiquité. Elle fut construite par les immigrés. Donc ça rappelle l'histoire de la ville construite par les Arméniens, par tout le monde, par les Grecs, etc. Et elle met en garde contre les dangers d'une vision extrémiste. Voilà. Et moi j'aime beaucoup parce qu'il y a un message politique. Voilà, on est une ville multiculturelle, mais on est une ville aussi où ça vote beaucoup dans certaines élections extrême droite, et c'est pas possible, c'est incompréhensible dans cette ville. Je veux dire, moi j'ai vécu avec des minots de tout. Enfin, on se posait même pas la question qui est quoi, qui est machin, qui est juif, qui est arménien, qui est tout ça. Et on devrait pas se poser la question, surtout à Marseille, quoi, parce qu'on est Marseillais. Point. Et cette ville, elle fait des Marseillais, elle fabrique des Marseillais. Donc voilà, j'aime beaucoup cette chanson-là pour ça. Si Marseille était un film? Alors, je pourrais mettre toute la trilogie de Pagnol, mais j'ai envie de mettre un autre film là aussi, c'est Marius et Jeannette. Alors, je suis pas original du tout en cinéma, je suis une grosse quiche en cinéma, je suis très mauvais, d'accord? Mais Marius et Jeannette, j'aime beaucoup parce que c'est à la fois justement le Marseille, j'allais dire presque traditionnel, parce qu'il y a un côté pagnolesque dans les personnages, dans l'accent, etc. Mais aussi, ça montre aussi les problèmes sociaux de Marseille, le chômage, la crise post-industrielle, il y a un côté dramatique aussi, et j'aime bien ça. Et Guédiguian, il sait faire ça, il est populaire, il montre des choses qui sont dramatiques, qui sont parfois tragique au sens de la tragédie grecque dans certains films, mais tout en gardant le côté populaire de Marseille sans transformer cette ville en montrant comme telle qu'elle est. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce film. Et ton expression marseillaise préférée?
S'il faut n'en retenir qu'une. Voilà, là aussi, voilà, il y a l'embarras de l'anchois, comme on dit. J'aime bien mineghi. Alors mineghi, c'est plus rare, hein, mais ça, c'est ma grand-mère qui le disait aussi. Mineghi, ça veut dire littéralement je me noie. C'est se néguer, hein, quand tu te nègues. Donc, i, c'est en provençal marseillais, ça veut dire je. Donc mineghi, je me noie. Et tu l'emploies quand quelqu'un te dit quelque chose, par exemple. Tu vas me dire, on n'a plus le temps, on devrait parler des heures. Je dirais, tant pis, mineghi, ça veut dire, tant pis, puisque c'est comme ça, il n'y a pas autre chose à faire, tu vois. C'est un peu une expression de dépit, tu vois. Ou alors c'est fataliste, quoi. C'est du fatalisme, voilà, c'est exactement ça, tu vois. L'OM va perdu, tant pis, mineghi, hein, tu vois. D'accord. Voilà. J'aime beaucoup ça parce qu'en plus, elle sonne avec l'accent tonique, tu vois, c'est pas mineghi, c'est mineghi. Mineghi, voilà. Sinon, c'est pas pareil. Je la connaissais pas, je suis ravie de l'apprendre. Elle est plus rare, celle-là. Alors, je reviens juste petite parenthèse, parce que tu as parlé de l'identité marseillaise forte. T'as dit, on est marseillais avant d'être arménien, juif, peu importe. Comment tu as vécu ces derniers mois, et est-ce qu'on vit encore aujourd'hui ce sentiment qu'à Marseille, on était un peu contre le reste de la France, avec le professeur Raoult, avec tout ce qu'on a vécu. Et encore une fois, même dans cette crise sanitaire, même dans cette situation compliquée, l'identité marseillaise s'est faite remarquer, on peut dire. Ouais. Alors là, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Non, c'est simple. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a de vraies différences. C'est-à-dire que l'identité, elle est tellement forte, elle est tellement sédimentée depuis des siècles. Et on peut te sortir tous les événements historiques qui sont dans tous les manuels d'histoire de Marseille. Louis XIV qui tourne les canons vers Marseille. Donc, on a toute une litanie comme ça de clichés qui font que, on va dire, Marseille est différente. Et c'est vrai. Et ces clichés sont tellement forts qu'on les utilise même pour signifier des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que là, je suis pas sûr qu'il y ait eu un traitement spécifique de Marseille ou pour Marseille. Enfin, mais par contre, il a été perçu comme tel, il a été utilisé comme tel par des politiques locaux qui savent très bien jouer, quel que soit le bord, droite-gauche, depuis des décennies. Et là, peut-être que ça a été un peu surjoué, c'est-à-dire qu'on en rajoute un peu dans la marseillitude, qui parfois nous fait dire un peu n'importe quoi. Mais je dirais, ça va avec le côté bordel de Marseille, c'est-à-dire qu'on est prêt à dire des trucs à exagérer, y compris dans des moments de crise nationale comme ça, quoi. Parce que quand on voit que le reconfinement, finalement, local touche un peu tout le monde, après, dire, ouais, Marseille, vous nous en voulez, vous nous punissez, c'est à cause de Raoult, c'était pas ça. Enfin, je veux dire, il y a peut-être eu des trucs en coulisses, mais c'est pas ça. Et que les politiques, que Raoult et que d'autres se soient jetés un peu dans ce piège de, on va jouer Marseille contre Paris, c'est un peu, on est un peu lourd des fois, voilà, sur ça. C'était un peu un OM PSG géant, quoi. Ouais, voilà. Avec tout ce que ça peut avoir, à la fois de passionné, passionnel, mais à la fois de lourd parce qu'on en fait des tonnes et c'est qu'un match de foot où finalement, c'est un problème national et pas que local, quoi. Bon, on est comme ça. Et ouais, c'est Marseille. Ouais, c'est Marseille. Merci beaucoup, Médéric. C'était passionnant. Merci. Encore une fois, j'aurais voulu que ça dure des heures, mais je vais me plonger dans tes ouvrages et voilà, et t'écouter le matin. Ouais, il y a aussi les recueils de chroniques, dites-le en marseillais 1, 2 et le 3, qui va s'appeler dites-le de longue en marseillais, avec cette expression, donc de longue pour dire que ça continue. Ça continue. Et ça sort quand, ça? Il sort en novembre pour les fêtes, il est là, donc parfait. Voilà, hein, c'est maintenant. Le cadeau idéal avec le Marseillais pour les nuls, et voilà. C'est maintenant. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Mon invité Médéric a eu un coup de cœur pour l'expo Invader Was Here. Pour ne rien rater de l'actualité culturelle, une seule solution, sortir à Marseille. Un agenda bimestriel disponible gratuitement dans plus d'une centaine de lieux publics. Office de tourisme, musées, bibliothèques, salles de spectacle, commerce. C'est aussi un site internet sortiramarseille.fr sur lequel vous pouvez retrouver en temps réel plus de 10 000 idées sorties pour toute la famille. Bon plan, coup de cœur, vous y trouverez tout ce qui fait l'actualité culturelle et sportive à Marseille. Avec Sortir à Marseille, vous avez presque toute la ville dans votre poche. À très bientôt et d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Salut!